Bonjour tout le monde et bienvenue dans ces nouvelles conversations. Je suis Stella Bida et je reçois aujourd'hui Tongé Bakang. Tongé est entrepreneur, il est également producteur, il a fondé AfroStream pour la diffusion de contenu à destination de l'Afrique et de ses diasporas. Aujourd'hui, il est directeur à The Family à Paris. Mais il est beaucoup plus que ça. Nous allons le découvrir dans les prochaines minutes. Tongé, bienvenue. Merci de m'accueillir. Je suis heureux de partager ce moment avec toi et avec ton audience et j'espère que je pourrai en inspirer certains. Ça, j'en suis sûre et certaine, quasiment. Mais avant qu'on continue, Tongé, qu'est-ce que j'ai oublié de mentionner sur toi en guise d'introduction? Alors, aujourd'hui, je me positionne plus comme un entrepreneur et mentor. Mhm. Tu as mentionné The Family. Récemment, j'ai décidé de ne plus avoir ce rôle de directeur à The Family pour me concentrer sur une nouvelle boîte que je lance. Donc, c'est très difficile d'être, même si c'est un mi-temps directeur à The Family, plus être Mhm. sur une boîte. Et on en parlera encore de l'investissement humain et financier que représente le lancement d'une entreprise. Mais je suis une personne créative qui a décidé d'utiliser l'entrepreneuriat pour se rapprocher de ses rêves. Et, euh, et quand j'en ai le temps, j'essaie de partager mon expérience avec ceux qui m'entourent pour qu'ils évitent de passer par les mêmes erreurs que moi. Mhm. Tu as un parcours exceptionnel, Tongé, et là, justement, on se rend compte que tu as encore de nouveaux projets. Et moi, ma première question, c'est de savoir quel est le dénominateur commun autour de tout ce que tu fais. Pourquoi est-ce que tu le fais? Où est-ce que tu trouves cet entrain de toujours continuer vers ces rêves que tu as? C'est une question très intéressante que je me suis reposée récemment Mm. parce qu'alors que je devais redéfinir mon projet de vie, est-ce que je continuais dans le conseil et le mentoring ou est-ce que je relançais une boîte? J'étais approché notamment par des grands groupes médias, Netflix, pour potentiellement les rejoindre. Et les échanges ne sont pas spécialement bien passés. Je me suis pas senti respecté. Mhm. Euh, je suis pas senti, j'ai pas senti que l'expertise et l'expérience euh, que j'avais à apporter étaient appréciées à sa juste valeur. C'est marrant, je sais que j'ai l'air plus jeune que mon âge, mais j'aurai dans quelques Je peux semaines rigoler. 40, j'aurai j'aurai dans quelques semaines 40 ans et Mm. j'avais l'impression d'être considéré comme un petit garçon, malgré euh, mon expérience. Et face à cette situation que j'ai abordée très directement avec les personnes concernées, je leur ai écrit un mail pour leur faire part de mon mécontentement, j'ai compris pourquoi j'entreprenais et pourquoi j'ai toujours entrepris et pourquoi je ne suis pas à l'aise avec la culture d'entreprise, la culture corporate, comme on dit. Mhm. C'est que pour quelqu'un qui a une personnalité similaire à la mienne, c'est un environnement qui est toxique, castrateur. Et donc, créer, parce que j'en ai les moyens intellectuels et que je m'en donne les moyens financiers, créer des entreprises, entreprendre pour moi est euh, une manière d'accéder à ma liberté Mm. psychologique. J'ai moins le sentiment, c'est peut-être qu'un sentiment, mais j'ai moins le sentiment d'être dans la recherche perpétuelle de la validation de l'autre. D'un autre qui, quel que soit ce que j'aurais pu accomplir, ne me considérera pas, ou ne me considérera pas assez pour que je me sente à l'aise. Et ça n'a rien à voir avec des histoires de euh, couleur de peau, d'origine. C'est une question de... Ça peut être plein de choses. Ça peut être ceci, mais ça peut être aussi autre chose. Et donc, Mm. ne trouvant pas cette forme de respect, en tout cas, n'ayant pas l'impression d'être traité avec dignité,
dans ces contextes-là, je crois que j'ai toujours préféré entreprendre, me créer mon espace Mhm. et essayer d'amener d'autres personnes avec moi dans ce qu'on appelle les safe spaces, en tout cas pour ma dignité et ma santé mentale. Donc, pour répondre à ta question de façon plus succincte, euh, j'entreprends pour préserver ma santé mentale. Mhm. Bon. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu es arrivé à... Parce que tu parles vraiment avec certitude, tu vois, est-ce que ça a été il y a eu un parcours pour arriver à cette conclusion et à cette certitude? Et enfin, comment est-ce que tu es arrivé à être aussi certain de ce que tu peux apporter sur la table? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que Je, tu as dû te découvrir? j'ai l'impression qu'on habitue les gens à supporter à accepter d'être maltraités, Hmm. à accepter à ne pas être respecté, à travailler dans l'angoisse, à aller au travail la boule au ventre. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai refusé très tôt Hmm. dans ma vie. Et donc, je ne savais pas ce que j'avais à apporter au monde, je savais ce que j'avais à apporter à moi-même. Et la manière d'avancer, pour moi, a été de d'abord poursuivre mes rêves. Donc, cette passion pour le storytelling, cette passion pour l'image, a été ce qui a été le moteur de mon développement personnel et mon entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Mhm. Mais la première chose que j'essayais de résoudre, c'était mon bien-être personnel. Comment être aligné avec moi-même? Mhm. Peut-être que la façon d'être aligné avec moi-même n'allait pas me permettre d'apporter des produits ou de la valeur sur le marché. Mais au moins, la première personne que je sauvais, c'était moi. Mhm. Et est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a permis de prendre cette direction? À quel moment est-ce qu'on prend la décision de rester ancré sur ses valeurs, ancré sur ses projets, sans être euh, distrait par les contraintes de la société? Dans mon cas, ça a été un très jeune âge. À l'âge de Mm, 14 ans, je savais à peu près dans quel domaine je voulais m'orienter. C'était pas encore l'entrepreneuriat, mais c'était l'idée de créer et produire des histoires. mhm, J'avais déjà l'idée d'être propriétaire de ces histoires pour pouvoir raconter les histoires qui m'intéressaient. Donc, il y avait cette idée de ownership qui mm, était importante pour moi. Je pense que lorsqu'on est lycéen ou en études supérieures, c'est le meilleur moment pour se lancer et prendre des risques parce on a très peu de contraintes. mm, Euh, Peu de contraintes financières, la plupart du temps, pas de loyer à payer. mm, Euh, on n'a pas encore de contraintes familiales. Euh, c'est beaucoup plus dur de se reprogrammer quand on a 40 ans ou 35 ans parce qu'on a déjà pris des plis de la société. Les personnes sont beaucoup plus réfractaires au changement, mhm, mais ça reste tout à fait possible. Donc, dans mon cas, ça a été un choix conscient lors de mon adolescence et qui a dirigé le reste de ma vie. mhm, Il y a aussi chez moi euh, quelque chose auquel je pense régulièrement, euh, c'est que l'on n'a qu'une seule vie. Euh, je suis athée, donc j'ai pas eu d'éducation religieuse, et je sais que le fait que je me dise que si ça s'arrête, si le tour de manège dans lequel je suis s'arrête, il n'y a rien après,
Mhm. Ça me force à vivre pleinement ma vie. Ça me force à ne pas repousser un potentiel demain Mhm. et tout faire en sorte pour que je réalise mes rêves, ou je m'en approche en tout cas. Et Mhm. je sais que chez moi, euh, ça, ça a vraiment un impact dans ma capacité à euh, me dépasser, à accélérer le développement de projet. C'est que je me dis que j'ai la chance d'être en bonne santé, j'ai la chance d'être sur ce manège, tu vois, qui monte et qui descend, mais qui tombe toujours, Mhm. mais que à un moment, ça va s'arrêter. Et est-ce que j'aurais réalisé assez de choses? Est-ce que j'aurais vécu assez d'expériences? Euh, Est-ce que j'aurais saisi tout le potentiel de cette vie qui m'a été donnée? Il ne tient qu'à moi de faire. Mhm. Waouh. Parlons du manège, Tanger. Alors, le manège, il y a des moments où c'est tout en haut, et puis Tout et à en fait. général, je pense que quand on est là, c'est des moments assez significatifs dans la vie. Moi, je me souviens, une fois, j'ai lu un très, très bel article que tu as écrit sur ton expérience AfroStream. Waouh, très, très, vraiment plein de leçons. Et j'ai été marquée, je me souviens, par ton ouverture. Vraiment ta spontanéité et ouverture dans le partage de ton expérience. Et ça m'a amené à une question fondamentale pour moi et je pense pour ceux qui vont nous écouter. Quel rôle a joué cette ouverture ou cette vulnérabilité dans ta progression, que ce soit professionnelle ou entrepreneuriale? Est-ce que ça ouvre vraiment des portes d'être comme ça? Et si oui, lesquelles? Je pense que je n'essaie pas de jouer un rôle. Je Mm. suis vraiment moi-même. Donc, quand je m'ouvre et j'échange, que ce soit avec mes amis ou des inconnus, à différents niveaux, c'est-à-dire d'émotions, Mm-hmm. euh, à la fois je m'ouvre à eux, mais ils me permettent aussi euh, de toucher quelque chose de vraiment fort et sensible chez eux. Donc, cette connexion qui se crée assez rapidement, il y a deux bénéficiaires, Mm-hmm. celui qui s'exprime et celui qui reçoit. Dans mon cas, cette ouverture, cette authenticité, euh, le fait que je m'autorise à être vulnérable, euh, m'a ouvert des opportunités parce qu'elle a créé de la confiance. Mm. Et c'est la confiance entre deux individus qui ouvre aux opportunités. Et donc, je pense que cette partie vulnérable est issue de, euh, tu vois, le créatif, l'artiste qui vit en Mm. moi. Mm. Et donc, je n'ai pas peur d'aller chercher dans cette part de mon identité Mm. euh, pour à la fois partager, pour apprendre, parce qu'être vulnérable, c'est aussi dire à quelqu'un, je ne sais pas, Mm. apprends-moi. Être vulnérable, ce n'est pas uniquement que partager ces moments de doute, ces échecs, c'est aussi d'avouer que je suis dans l'ignorance. Et à partir du moment où l'autre vous fait confiance, à partir du moment où l'autre connaît vos vraies intentions, Mm. il est possible que cette personne ait envie de vous aider. Mm. Et c'est Donc, important, pardon, excuse-moi. je Vas-y, pense pas qu'il je t'en faille prie. tenter de jouer un jeu. Ouais. Il faut être sincère. Mm. Euh, et il est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de leadership, les gens ont tendance à vouloir jouer un rôle. Les gens pensent que quelquefois, l'habit fait le moine Mm. et que tant qu'ils ont l'habit, ils seront respectés. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Tout à l'heure, je te parlais du fait que j'ai construit mon bonheur parce que j'ai été très honnête avec moi-même, très honnête avec qui je suis, les contextes dans lesquels je pouvais m'épanouir, les contextes qui étaient toxiques pour moi. Euh, il ne faut pas que les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat pensent que l'entrepreneuriat est une solution à tout. Euh, si vous vous mentez à vous-même sur vos capacités, Mhm. sur vos intentions, la frustration que vous avez aujourd'hui en tant qu'employé d'une structure, vous aurez la même frustration en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse parce que vous mentirez à vous-même. Donc, pour ceux qui pensent à changer complètement de vie, changer complètement de carrière, avant de le faire, il faut se poser des vraies questions sur qui l'on est, Mhm. quelles sont nos capacités. Et capacités, c'est pas forcément des capacités techniques. Elles peuvent être sur vos capacités d'empathie, de remise en question. Est-ce que vous avez la capacité d'aider des gens à grandir ou pas autour de vous? Parce qu'être leader, c'est aussi amener des gens euh, à partager votre vision. Euh, et donc, votre résilience, est-ce que vous êtes vraiment résilient ou pas? Toutes ces questions, il faut vraiment les affronter avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en se disant que je suis entrepreneur, entrepreneuse, maintenant je suis libre. Non. Mhm. Quand on devient entrepreneur, on devient immédiatement l'héritier de problèmes. Et chaque Ça, c'est journée est une franc. série de... Ouais. Et chaque journée est une série de problèmes qu'il faut résoudre. Et en tant que leader du projet, vous êtes la personne qui sera toujours concernée par ces problèmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va répondre. Donc, c'est l'autorité. C'est vous. Et donc, posez-vous les bonnes questions sur vous-même et votre capacité à affronter ces nouveaux challenges. Et soyez honnête avec vous-même Mhm. en ce qui concerne ce pourquoi vous voulez devenir entrepreneur ou leader. Mhm. Tu es revenu à plusieurs fois sur le mot intention. Hmm. Et comment est-ce qu'on la trouve, cette intention? Ça a l'air bateau comme question, mais où est-ce qu'on trouve son intention? Est-ce qu'on la trouve dans ce que la société nous impose? Est-ce qu'on la trouve dans notre cœur, tu sais? Est-ce on la trouve où, cette intention? Comment est-ce qu'on la définit? Est-ce que c'est par rapport aux autres? On peut la filtrer. Une question que j'aime souvent me poser lorsque je prends certaines décisions clés ou lorsque je veux lancer des projets, c'est Mm, est-ce que je le fais par ego mm, ou pas? Il y a toujours une part d'ego. Euh, mais à quel point cette part d'ego est importante? Et quand je parle de l'intention, c'est est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous essayez de prouver quelque chose à quelqu'un? C'est pas du tout la même chose. mm. La plupart des gens essaient de prouver des choses à d'autres. Et essayer de prouver des choses à d'autres ne nous amène pas toujours à prendre les meilleures décisions. Et je dis nous parce que, en tant qu'entrepreneur, je suis aussi concerné par ça. Mais j'essaye de faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Et c'est en parlant avec Mm. mes collaborateurs, mes associés, c'est en leur donnant la possibilité de me challenger. L'ego peut être un moteur quelquefois quand les obstacles sont innombrables, mais il peut être aussi un frein, un obstacle. Mhm. Et comment tu fais donc pour trouver ces bonnes personnes? Comment on fait pour trouver les bonnes personnes à mettre autour de soi pour rester dans, on va dire, les intentions saines?
Je pense que c'est vraiment difficile de trouver les bons partenaires. Ce que je tends à faire, c'est lorsque je rencontre quelqu'un et qu'il semble y avoir un bon fit, Mhm. c'est de vite m'associer, vite me mettre, tu vois, au travail Mhm. et ne pas cacher ma nature, ne pas cacher qui je suis, dans mes qualités et mes défauts. Mhm. Et comme ça, si cette aventure doit s'arrêter, au moins elle s'arrête vite. Si ce partenariat doit s'arrêter, il s'arrête vite. Et euh, quitte à avoir des conversations difficiles, et Mhm. quitte à se dire que bah, le projet peut s'arrêter. L'important, c'est toujours d'essayer de faire en sorte que, avant d'arriver au gros projet, Mhm. il y ait plusieurs petits pilotes. Ces pilotes permettent de voir l'exécution des uns et des autres, la motivation des uns et des autres, et comment les uns et les autres se positionnent. Tu vois, les valeurs, le comportement. Mhm. Parce que la bonne exécution ne suffit pas pour créer une bonne collaboration, un bon partenariat. Il y a aussi les questions de valeurs, de comportement. Et Mhm. je ne cherche pas des gens parfaits, je cherche des gens avec qui je peux bien travailler. Donc c'est, est-ce que nos valeurs sont communes? Ouais. Peut-être que ce qui sera parfait pour moi sera toxique pour d'autres. Mhm. Mais ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas se mentir à soi-même. Une fois que tu sais clairement qui tu es, il est d'autant plus facile d'aller chercher des gens qui sont complémentaires. Si tu te mens à toi-même sur ta vraie nature, Mhm. c'est plus compliqué. Mhm. Ton G, est-ce que tu penses, enfin, savoir qui on est, on commence par quoi en fait? Si tu as devant toi quelqu'un qui dit, mais j'ai l'impression de ne pas savoir qui je suis, on commence où? Est-ce qu'il y a une encyclopédie ou un dictionnaire ou un test qu'on peut prendre qui dit, toi tu es ça? Enfin, on commence où? Je pense que ça commence par des conversations avec des coachs. Mhm. Commencer avec une conversation avec quelqu'un à qui tu mandates le fait de te poser des questions difficiles. Mhm. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ton cercle amical, que tu mandates, que tu payes pour te challenger, te dire la vérité, te faire sortir de ta zone de confort. Mhm. Et très rapidement, cette personne qui est une ou un professionnel t'aidera à ouvrir les yeux sur qui tu es. Je pense que c'est un investissement que beaucoup de gens minimisent. Investir en eux. Mhm. Investir en leur compréhension d'eux-mêmes, leur compréhension de leurs désirs personnels, professionnels. Beaucoup ignorent les vraies qualités euh, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour créer. Mhm. Et donc, parce que culturellement, on leur a inculqué le fait que parler d'eux-mêmes, c'est tabou, Mhm. que faire de l'introspection, c'est pour les autres. Euh, Toute une génération euh, passe à côté de sa vie. C'est dommage. Mhm. Waouh, je suis, euh, je suis inspirée en tout cas. Tanger. Tu parles de vie et ça m'amène à, je dirais, à la fin de notre conversation. Si tu avais bébé Tanger Bakang devant toi, il est en train de naître, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui chuchotes? Euh, je lui dirais que
mon rôle va être de lui donner confiance en lui Mhm. ou en elle pour ne pas dépendre de la validation et du regard des autres Mhm. pour être heureux ou heureuse. Tu penses que ce serait une belle conversation, enfin un bon moment entre vous deux? Je pense que c'est une conversation qui durera peut-être 18 ou 20 ans. Waouh. Euh, mais je vois chez mes clients qui me prennent comme mentor le problème de confiance en soi Mhm. euh, est énorme. Énorme. Hommes, femmes, qu'importe l'origine sociale, qu'importe l'origine ethnique, c'est énorme. Et, euh, et je pense que aujourd'hui, les gens ne veulent plus souffrir en silence. Mhm. Euh, des gens aujourd'hui sont malheureux, sont en dépression et ont toujours pensé que cet état euh, mental était normal. Cette souffrance silencieuse était Mhm. normale. Et aujourd'hui, j'invite les gens à, à consulter, que ce soit des psys, que ce soit des mentors, des coachs, Mhm. pour qu'ils prennent conscience que cette souffrance n'est pas normale. Et, et on ne nous a pas appris, justement, à, à faire de l'introspection, à aller parler, Mhm. à confier ce mal-être à des professionnels. Mhm. Et beaucoup de ce mal-être vient du fait que euh, un tel, une telle ou telle organisation ne nous considère pas et qu'on attend de la validation d'autres personnes. Mhm. Et, et, et quand tu parlais de ce que je pourrais conseiller à ma progéniture, c'est d'être respectueux, mais de ne pas attendre la validation d'autres personnes pour se sentir bien. Mhm. Bien. Ton G, est-ce que tu penses qu'il y a une question importante que je n'ai pas posée pendant nos dernières minutes ensemble? Est-ce qu'il y a quelque chose de super important et je n'ai pas posé la question? Je pense que les gens vont essayer de savoir comment ils peuvent me joindre. Euh, j'ai un site internet, euh, tonge-bacan.com, ou tout simplement vous tapez mon nom dans les moteurs de recherche et vous verrez mon site internet officiel qui apparaît là. Et il y a plein de vidéos sur ce que je pense, sur la vie, sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez même me contacter à travers ce site internet. Il y a plein de ressources qui peuvent vous aider. Mhm. Et je confirme que ton G est vraiment un super. Il parlait d'accompagnement, d'avoir ces personnes qui vous posent les questions difficiles pour vous faire avancer. Et je confirme que moi, il m'a bien fait avancer dans divers projets. Ton G, j'ai quand même une dernière petite question qui me titille. Tu parles beaucoup de validation. Tu es revenu dessus à plusieurs reprises. Quel est qu'est-ce qui te fait chaque fois revenir sur les enjeux d'être attaché à cette validation? Tu sais, sur certains projets que j'ai en ce moment, il y a la question de est-ce que je vais lever des fonds pour le faire ou pas? Aujourd'hui, Mhm. j'ai l'assise financière pour être capable d'amener les projets à un certain niveau sans faire appel à des investisseurs. Mhm. Une partie de moi, alors que j'ai pas spécialement besoin de fonds, pourrait se dire, chercher des investisseurs parce que je veux leur prouver que j'ai un projet qui est bien, je veux être ami avec eux, Mhm. je veux entrer dans certains cercles. Et donc ça, c'est la validation. Alors que je n'ai pas besoin de leur avis, de leur financement à ce stade. Mhm. Tout d'un coup, quand tu commences à chercher la validation, tu te mets dans une situation
d'infériorité et de séduction. Tu vas aller séduire des gens pour leur prouver que tu existes, alors que tu n'as pas besoin. Et ça t'amène à voir, à dégager une certaine énergie, à avoir certains comportements, à avoir une sorte de défocus sur le travail. Et, et ça, c'est les côtés pervers de la validation. C'est aussi se dire que pour les gens qui sont en entreprise et qui n'ont pas le soutien de leur N+1, qui peut-être les dénigre, euh, ces gens-là, quelquefois, restent en poste et font tout pour avoir la validation de cette personne. Euh, Sont en dépression parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils se sentent dépréciés. Alors que, au lieu de perdre leur confiance en eux-mêmes, ils pourraient juste changer de boîte. Mais ils sont tellement humiliés par le fait de d'avoir la validation de ce N+1 qu'ils oublient que le monde est plein d'opportunités et qu'ils pourraient juste partir parce que la vie est courte, on n'a qu'une vie. Et donc, c'est encore des effets pervers de la recherche de validation. Alors, bien sûr, il y a, j'entends déjà les gens dire oui, mais on a des contraintes financières, j'ai besoin de ce job. Oui, mais il y aura toujours des contraintes financières. Il y aura toujours des problèmes. L'important, c'est dans quel état cela vous laisse mentalement. Quel impact ça a sur votre vie familiale? Euh, le fait de perdre votre confiance en vous, de peut-être être en dépression. Quel regard vos enfants vont porter sur vous? Quels signaux vous envoyez? Et du coup, cette souffrance que vous portez, comment elle se transfère sur vos proches? Donc le prix à payer est peut-être bien plus important que ce que vous pensez. Wow. Tongé, c'était la dernière question. Je sais, avec moi, on ne sait jamais quand ça termine, mais là, je confirme que c'est la dernière question. Et franchement, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont été inspirés par ce que tu as transmis. Et avec cette dernière question, en plus, c'était vraiment fondamental. Hein, et tu es vraiment allé dans les détails avec des exemples précis. Je te remercie pour ton temps, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui veulent te contacter, rentrer, en savoir plus sur le travail magnifique que tu fais, peuvent rentrer en contact avec toi sur www.tongé-bacan.com. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. Voilà. Et non, mais vraiment, un tout grand merci pour ton temps, Tongé. Merci à toi. Je suis sûre que... Non, tu es clairement un leader d'excellence pour les Conversations of Excellence. Merci, j'apprécie beaucoup ça. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir.